Ici Paul Leduc. Vous écoutez Cool FM 103.5. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Maxime, aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir comme invité Paul Leduc, un ancien lutteur professionnel qui a marqué les époques. Peut-être même un des 5 meilleurs lutteurs qui ont passé au Québec. Définitivement. Monsieur Leduc, bonjour. Salut, comment ça va? Oui, on va bien, vous aussi? Ah, numéro 1, moi, même si je reculerais là, en arrière, là, me semble que je serais capable, j'ai jamais fait de combat de retraite, me semble que je serais capable de faire mon combat de retraite dans le stationnement de votre station. Tant que c'est pas contre nous, ça va être correct. On va parler de votre carrière ensemble, c'est la raison pourquoi on vous a contacté. Première des choses, que vous étiez un fan de lutte jeune, comment êtes-vous rentré dans le monde de la lutte? Ah, Seigneur, c'était un rêve de jeunesse. Moi, je suis gaspésien de naissance. Et on recevait un journal de Québec qui s'appelait l'Action catholique. On recevait ça une fois par semaine. Et puis moi, j'avais 2 passions, c'était la lutte professionnelle et le hockey. Mais j'ai été trop retiré par la lutte. Puis c'était à l'époque où Yvon Robert avait des combats contre Paul Bergeron de Québec. C'est-à-dire Robert allait à Québec, puis Bergeron à Montréal. C'était une passion. Tous les Québécois ont toujours été en admiration devant les hommes forts. Alors, c'était suivi même dans un petit village reculé comme le mien. Puis j'avais hâte de recevoir mon Action catholique. J'allais au bureau de poste pour voir, puis des fois, dans les grosses tempêtes de neige en Gaspésie, c'était en retard, puis ça rentrait 2 jours, 3 jours en retard. Mais là, c'était devenu une passion pour moi. Attendre sur le perron du bureau de poste que la malle arrive, là, parce que la neige, les routes arrêtaient à Saint-Anne-des-Monts, et moi, je demeurais à Mont-Louis. Alors, de Saint-Anne-des-Monts à aller jusqu'à Rivière-Madeleine, là, la malle rentrait par snowmobile, là, le gros B20 de Bombardier, là. C'était... Et là, dans ma maison de retraite, là, je suis en train d'ailleurs d'écrire ma biographie, puis ça revient tous à mémoire. Et puis, ma passion est pas morte, et j'espère mais que je disparaisse, que elle restera là et que je pourrai la transmettre aux jeunes du Québec. Monsieur Leduc, vous parlez de votre biographie, plusieurs l'ignorent, mais vous avez commencé à lutter, votre carrière a commencé du côté du Mexique. Oui, au Mexique en 1965. Tu as parlé de la passion. Évidemment, ça te prend un contact. Et le contact est devenu d'une autre personne qui avait laissé une grande influence auprès du promoteur mexicain. Cette personne s'appelait de son vrai nom Raymond Couture. Mais là-bas, il luttait sous le nom de Roy Landreau. Et puis, il était une très, très, très grosse vedette. Et l'autre Québécois qui était une très grosse vedette au Mexique, puis pratiquement pas connu au Québec, était Chin Lee. Les deux ont, quand je suis rentré dans le bureau du promoteur au Mexique, les deux ont deux gros cartons à grandeur naturelle de 2 Québécois. Puis là, j'ai été surpris. Mais avant ça, pour pouvoir, parce que le promoteur ne me connaissait pas et il voulait bien accès à recevoir les recommandations de Raymond Couture et de Chin Lee. Mais là, il fallait que je me rende, moi, au Mexique. Alors, quand on est arrivé de la Gaspésie à Montréal, on demeurait dans le centre-ville, aux alentours de la rue Amherst et puis de Maisonneuve. Et moi, pour payer mon billet d'avion, je faisais à tous les vendredis, je faisais tous les vidanges sur la rue, ramasser les bouteilles, j'allais vendre ça au magasin. Finalement, j'ai venu à bout de ramasser l'équivalent de mon billet d'avion.
Et je suis parti pour le Mexique, comme ça. Vous parlez du Mexique, vous étiez pas la gimmick du bûcheron n'existait pas à l'époque, j'imagine? Non, le caractère du bûcheron n'existait pas. Au Mexique, c'était le caractère d'un Romain avec son chapeau de guerrier et puis qui fumait, on mettait de l'encens sur la boule du chapeau, puis ça fumait, et puis c'était mon nom à cette époque-là était Del Leo Mimolte. Oh! C'était le nom de le duc n'existait pas parce que mon nom de naissance, c'est pas le duc. Mon nom a été changé dans les années 1970 par l'Assemblée nationale. J'ai fait une demande à un des ministres de l'Assemblée qui venait à la lutte. Et puis, ils viennent voir au bureau. Puis, c'est comme ça que mon nom a été changé. Est-ce que la lutte mexicaine, à l'époque, était très différente de la lutte qu'on voyait au Canada? Il a fallu que je retourne au gymnase à 9h à tous les matins. Ils m'ont pas envoyé comme ça sur la route, puis à l'aréna de Mexico, où il y avait des étudiants de 25 et 30 000 personnes à tous les vendredis soirs. Il a fallu que je retourne dans le gymnase et puis que je reparte de la base parce que toutes les projections sont faites de par la gauche au lieu de par la droite comme en Amérique. Et tout est scripté, tout était écrit, détaillé primo, détaillé secondo, tout ça. C'était tout un apprentissage pour moi. Tout ce que je savais, quand je suis arrivé au Mexique pour eux autres, tout ce que je savais, c'était comment prendre mes chutes pour pas me blesser. Il fallait que je s'assure de ça. Le restant, il a tout fallu que je reprenne la technique mexicaine, qui est une technique beaucoup spéciale. Là. Votre retour dans le monde de la lutte au Canada se fait en Alberta, si je me trompe pas. Et c'est là où débute le personnage du bûcheron. Comment ça s'est créé, ce personnage-là? Le personnage s'est créé, et je vais te l'expliquer. Jack Britton, qui est le père de Gino Brito, il avait besoin de la nouveauté. Jack Britton, c'est lui qui a créé, pas seulement qu'au Canada ou à Montréal, qui a créé en Amérique et en Europe la venue des lutteurs nains et des femmes lutteuses. Même s'il n'avait pas le droit de lutter à Montréal, Jack mondialement, là. Et il est arrivé, moi, je faisais de temps en temps des apparitions, pas sur le nom de le Duc, pour la compagnie de lutte, qui appartenait à Johnny Rougeau, donc Jack Britton avait des intérêts aussi dedans. Et puis c'est là que il est arrivé avec le personnage, il cherchait un personnage qui collerait à l'identité québécoise. Fait que là, j'ai parlé de ma place de naissance. J'ai dit, chez nous, en Gaspésie, l'été, ils pêchent et l'hiver, ils vont travailler dans le bois. Ça a fait clic. Là, il a créé, c'est là que le personnage a été créé. Mais pas sur le nom de Mimolte, là, ça fonctionnait pas ni pour lui. Là. Ça fonctionnait pas pour les autres. Encore moins pour lui. Ça fait que là, on cherchait un nom facile à résonance québécoise, puis qui serait facile pour les Américains ou pour les autres nations. C'est là que le personnage de Le Duc a été créé. Moi, mon vrai nom de naissance, avant qu'il soit changé par l'Assemblée nationale, est Léodard Mimo. Léodard, D-A-R-D, Mimo, M-I-M-E-A-U-L-T. Ça, c'est mon vrai nom de naissance qui a été changé en 1971 et que après ça, quand j'ai élevé ma famille, tous mes enfants ont porté le nom de Le Duc parce que c'était officiellement changé par un arrêté ministériel.
La réunion avec Michel Pigeon, alias Joe Leduc, s'est fait justement dans les caractères des bûcherons. Bon. Comment s'est fait justement la création du deuxième bûcheron? Le deuxième bûcheron est venu... Michel Pigeon était une ceinture noire en judo où il s'était inscrit à plusieurs écoles de formation de lutte. Mais on sait que la plupart de ces écoles-là, ils étirent l'élastique. Ils vont te chercher que ça, que tu as dans le fond tes poches. Alors, ce gars-là, il est arrivé au centre culturel où ce que c'est que j'allais m'entraîner et puis il me compte son histoire. Moi, je parle de ça pour une ceinture noire, en judo, ça sera facile de faire la transition. Parce que la lutte professionnelle, c'est un mélange de tout ça, là. Et je l'ai présenté à Jack Britton et Bob Langevin, et à partir de là, c'est là qu'on l'a. Mais Joe, moi, j'ai appris ma lutte à Palais National, ma lutte de style olympique, là, la lutte pure, et lui, il n'a pas eu à passer par là, Joe Leduc. Lui, on lui a montré comment frapper, et puis il n'a pas besoin d'apprendre comment tomber pour se protéger, là, parce que déjà, au départ, dans l'équipe, c'était attendu et décidé qu'il serait l'homme fort de l'équipe. Alors, il n'y a pas de bombe à prendre comme moi, là. Le gars qui est le bomb taker, le gars qui prenait les bombes, c'était moi. Lui, c'était l'homme fort, et puis pas personne ne pouvait le renverser, tout ça. Alors, son premier combat professionnel a eu lieu à Saint-Hyacinthe, et puis on lui avait montré comment donner un coup d'avant-bras, et il apprenait, Joe, à chaque combat, moi et Gino et Jack, on y enseignait un nouveau truc. Et il a appris comme ça, tout en luttant de ville en ville, il a appris la base de son métier. Mais comme je te dis, c'était facile pour lui, parce qu'un judoka, là, ceinture noire, là, c'est pas de niaisage. Puis les adversaires le savaient. Fait qu'il n'y avait pas question de faire mal paraître, là, parce que c'est une game qui joue à deux. Hein. Ton adversaire est très important dans ton caractère. Et c'est comme ça que Joe est rentré dans la lutte professionnelle. Plusieurs à l'époque croyaient vraiment au fait que vous étiez frères. C'est quand que le secret a vraiment été dévoilé? Encore aujourd'hui, la résidence où que je demeure aux personnes âgées, là, c'est tout du monde qui m'ont vu, là, c'est tout du monde de mon âge, là. Puis ils en croient pas, ils pensent que je fais des jokes, hein, et je les explique la même chose que je suis en train de t'expliquer, là. Ils croient encore ils me parlent encore, je viens de le dire, 2 heures après, ils vont me parler de mon frère Joe. C'est ancré comme ça. Ça a été vendu et exploité comme ça. Et puis, la consolation que j'ai là-dedans, on a dû, en maudit, bien jouer notre rôle, puisqu'encore aujourd'hui, c'est pas à lui dire qu'on n'a pas 2 frères, mais ils veulent pas l'entendre, ça. Ils veulent voir les 2 frères. Je pense que c'est la meilleure preuve comme de quoi qu'à l'époque, la lutte était vraiment une religion au Québec. On veut rien savoir de la vérité, on veut garder... monsieur, les jeunes d'aujourd'hui ne seraient pas capables, probablement, de faire ça, parce que moi, j'ai essayé. Quand j'ai parti à un centre de formation pour éviter à toute la jeunesse le pain noir que nous, les vieux, on avait mangé, là. Et pas en tout, hein, ils ont jamais voulu. On voulait pas le montrer parce qu'on sait que la game a exploité. J'en connais plusieurs là-dedans qui
pourrait facilement faire partie du cycle du soleil là, aujourd'hui. Mais c'était pas ça qu'on voulait lui montrer. On voulait lui dire les vraies choses. La vraie chose là-dedans, là, c'est le gars qui va se créer. La base, tout le monde a la même base. Mais au travers de ta base, faut que tu te crées un personnage. Et ce personnage-là, il faut que tu le vendes aux fans, aux consommateurs. Et c'est toujours celui-là, le champion dans la lutte. Je fais bien rire le monde que je lui dis que c'est le sport. Tous les sports, on a des doutes des fois, parce que c'est des scénarios. On dirait que c'est tiré de Hollywood, là. Mais quand que je lui dis que la lutte, c'est le sport le plus honnête au monde. Et après, je lui explique pourquoi. Le champion dans la lutte, le gars qui a la ceinture alentour de sa table, c'est le gars qui a assis le plus de paires de fesses dans l'aréna. Lui, t'es sûr que si tu mets son nom sur l'affiche, puis ça fait bouger le monde, ben c'est un peu comme vous autres, vous dépendez des BBM. Alors, c'est à vous autres de vous arranger pour aller chercher vos auditeurs, d'avoir un intérêt. Ben, c'est pas différent dans la lutte. C'est tout ce petit bagage-là que le jeune a jamais voulu. J'ai essayé, j'ai fait des conférences, des rencontres, des meetings. Le gars, il donnait dans 5 minutes, là, il faisait tellement de choses spectaculaires, là. Je lui disais, avec le même stock que tu viens de faire, là, j'ai dit, je n'aurais eu, moi, assez pour faire toute une année complète. Je vois, vous avez entièrement raison, M. Leduc. Il n'y a pas de psychologie. Ce que c'est que, si on veut résumer ça, là, il n'y a pas de psychologie, et puis ça prend beaucoup de psychologie. Comme j'ai toujours dit, moi, dans Beauce, je faisais pas les mêmes grimaces qu'à Montréal, là. Parce que dans Beauce, il y avait des choses qui acceptaient, puis d'autres choses qui n'acceptaient pas. À Montréal, il y avait des choses que je faisais dans Beauce qui n'étaient pas acceptées. Alors, c'est tout ça. On est des athlètes d'une discipline sportive qui n'ont plus. On est peut-être les athlètes qui ont le plus d'aréna. Aujourd'hui, les joueurs de hockey, les joueurs de baseball, ils ont des vidéos pour se corriger. Mais nous autres, il fallait tout noter là, dans un agenda là, à Saint-Hyacinthe, à Chicoutimi, dans Beauce, à Montréal, à Québec, et toutes les régions, là, qu'est-ce que c'est que le monde aime le plus, puis qu'est-ce que c'est ou ce que c'est qui n'embarque pas. Alors, il fallait équilibrer tout ça. On n'avait pas des scripteurs comme qu'ils ont aujourd'hui, là. C'est à l'exception de la télévision, où était limité dans le temps. Mais à part de ça, aujourd'hui, ils ont tous les scripteurs, tout écrit pour eux autres. Là. Ils n'ont pas besoin. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de l'apporter et puis de délivrer au public. Là. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que le public de la Beauce aimait vous voir faire? Ah, Seigneur. Le public de la Beauce, là, c'est quand que je prenais le micro et que je lâchais un gros tabarnak, ça ne passera pas comme ça, là. On a eu ce qu'on appelle dans notre langage de métier une feuille, une rivalité, si tu veux. Les Leduc, les Vachons. On a fait le problème, ça a duré quasiment 1 an et demi. Ça a fini à Ottawa. Avec arbitre spécial Yvon Robert, qui était un de mes héros de ma jeunesse. C'est des affaires. On a des émotions et des sentiments. C'était ce que je considère aujourd'hui le plus beau moment de ma vie dans la lutte professionnelle, c'est d'avoir été arbitré par Yvon Robert, ce grand champion qui était l'amour de ma jeunesse, là.
Vous parlez de la rivalité avec les Vachons, soit Maurice et Paul. Selon vous, qu'est-ce qui fait que cette rivalité-là a marqué tant les époques que plusieurs en parlent encore aujourd'hui? Il y en a encore qui haïssent Maurice Mad Dog Vachon et Paul... qu'est-ce qui fait ça? Je vais te conter comment Maurice Vachon est devenu le bon gars, parce que sur la fin de sa carrière, il était du côté des bons gars, là. Ça se passait au Colisée de Québec. D'ailleurs, on a établi un record d'assistance au Colisée de Québec. C'est les Leduc contre les Vachons. Et puis, à un moment donné, ça a été emmené dans le blowout a été que c'était un combat d'une cage. Puis là, on a fourré une volée tellement forte à Maurice Vachon que le monde a commencé à crier après nous autres, lâchez-les, lâchez-les. Maurice il était pensant, puis c'était terrible. Puis tranquillement. Puis là, Maurice, il criait, continuez. Et puis le monde ont commencé à prendre pour eux autres. À partir de ce moment-là, et le combat était filmé, à partir de ce moment-là, Maurice Vachon est devenu le bon gars. Le mariage avec votre femme dans le ring, comment avez-vous réussi à convaincre votre épouse d'accepter de raconter quand même, plutôt de vous marier dans le ring? Pouvez-vous nous raconter cette belle histoire-là? Ouais, la belle histoire, elle a commencé dans une entrevue au Canal 10 avec Jean-Jacques Fortin, qui est en entrevue avec moi, puis qui me pose la question si j'avais l'intention de lever une famille, puis de marier, et puis tout ça. Puis à ce moment-là, je fréquentais une fille qui venait de la Guadeloupe, et le monde, j'étais identifié un peu dans le milieu comme étant sur les bords un petit peu raciste. Et là, lui, il reste bouche bée, il sait plus quoi dire, et puis tout ça, puis je parle de ma future épouse que je vais épouser bientôt. Elle vient de la Guadeloupe. Elle venait de la Guadeloupe, c'était vrai qu'elle venait de la Guadeloupe. Mais la Guadeloupe dans Beauce. Parce que j'étais connu comme... Et je détestais lutter contre les lutteurs noirs. Et puis, tout le monde a pensé que j'étais très raciste. Et puis lui, il savait plus quoi dire, là, de la Guadeloupe. Là, comment se fait ça, là, qu'il va marier une noire? C'était pas une noire. C'était une fille qui venait de la Guadeloupe. Autrement dit, de la Beauce. De la Beauce, hein, oui. Parce que lui, il ne savait pas qu'il y avait un village dans Beauce qui s'appelait la Guadeloupe. Autre question pour vous. Vous avez créé un scandale à l'époque en quittant les As de la lutte pour la Fédération de la lutte Grand Prix. Pourquoi ce changement à l'époque? C'est pareil comme un gars qui travaille à TV5 puis il vient à bout de rentrer à Radio-Canada ou à TVA. Là. C'est l'argent. On n'est pas probablement les deux seuls dans le domaine de la lutte, toujours, on a eu un gros boni pour ça. On a eu un boni et la guerre était installée entre les deux compagnies. La même guerre que vous vivez avec d'autres stations. Et finalement, on a accepté parce que quand c'est ton gagne-pain, tu vas essayer la nature fait que tu vas essayer d'améliorer ton sort. Tu recules pas, tu avances. Alors, c'était un gros avancement. Il fallait convaincre Joe, il fallait convaincre un paquet de monde. Puis l'argent qu'il nous offrait chez Grand Prix, les As de la lutte ne pouvaient pas nous l'offrir. Et on s'est allé avec la lutte Grand Prix. Et parce que les As de la lutte, là, dans la vraie vie, le vrai propriétaire puis le vrai boss, c'était Johnny Rougeau. Bob Langevin, c'était parce qu'à cette époque-là, on avait une commission athlétique. Et tu ne pouvais pas lutter puis être propriétaire. Même les commissions athlétiques essayaient de vendre ça
comme étant un sport pur. Mais c'était pas pur. Pour nous autres, c'était normal. Et après que quand le Grand Prix a fermé, la première personne qui a cogné à ma porte, il m'a demandé, je peux-tu te parler, Paul? Et puis j'ai ouvert la porte, j'étais de journée au jour. Bon, on s'est rasseyé, on a reparti. L'autre était formé. Là, par exemple, il a fallu prendre ce qu'il nous offrait. Pas le choix. Est-ce qu'on gagnait bien sa vie à l'époque en étant lutteur? Moi, je recommencerai demain matin. Tu vas avoir des chiffres. Disons qu'on roulait par semaine en 2 500 $ par semaine, ce qui représenterait à peu près 7 ou 8 000 piastres par semaine. C'est à peu près le même salaire que Vince McMahon avec ses gars aujourd'hui. Là. C'était l'argent. Là. D'abord, tu as deux catégories dans notre discipline. Tu as ceux qui remplissent les cartes, et puis tu as 3 combats qui peut influencer l'assistance, le spécial, la semi-finale, puis la finale. C'est comme ça qu'on était payé. Et puis, dis-toi bien que tu apprends ça vite, ça aussi, que quand tu es en finale, puis que l'aréna est pleine, tu t'attends à avoir tel paye. Et puis, mon sens des affaires m'avait permis, c'est très facile, je lutte à Rimouski, et je pense que selon ma paye, était pas, j'ai un qui appelait l'hôtel de ville, le service de la taxe, puis j'avais mon résultat, si le promoteur m'avait fourré ou pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de réaliser qu'on vous avait sous-payé? Ah, ben, Seigneur de Dieu, souvent. Souvent. On n'essaie pas, nous, dans la lutte, je parle toujours de mon époque, on n'essayait pas de compter combien il y a de monde d'assis. On avait juste à compter les bancs vides pour faire notre évaluation. Puis le service de la taxe, ben, c'est public, ça. Ils sont obligés de donner les chiffres, là. Et c'était comme ça, mais tu viens, la première chose, après plusieurs années, quand tu rentres dans une nouvelle compagnie de lutte, un nouveau territoire, n'importe où aux États-Unis, la première chose que tu as dans le building, tu vois qu'il y a du monde, et tu t'informes au gérant du building combien contient son building. Et à partir de ça, tu as une base, et puis tu peux, je dirais, proche à 500 personnes, là, assez facilement, tu peux évaluer combien il y a de monde dans le building. Toujours en partant de la contenance du building. Vous avez gagné 2 fois le titre de champion par équipe, vous et Joe, avec la lutte Grand Prix. Il y en a qui en pleurent quand ils gagnent le titre. Vous, quelle a été votre émotion et qu'est-ce que ça représentait pour vous d'être champion? Ben, ça représentait peut-être 1000 pièces de plus par semaine. Oh. C'était comme ça. À un moment donné, ils sont obligés de... C'est pas une affaire que tu cognes à la porte du promoteur puis tu dis « Hey, je veux être champion. » là. C'est secondaire pour nous autres. Là. Ça m'est déjà arrivé d'oublier la ceinture chez nous. Là, puis je m'en allais faire un combat de championnat. C'est pas ça qui est important. C'est que le promoteur sache que quand tu es dans tel combat contre telle personne, que tu assis des culs dans l'aréna. C'est ça qui est important. À ce moment-là, là, il sait, lui, qu'à un moment donné, s'il ne te donne pas la ceinture, tu vas t'en aller ailleurs. Là. Parce qu'après qu'on a été connu, aux États-Unis, là, j'ai déjà été 5 ans sans avoir trouvé de me battre pour avoir une semaine de vacances. Là. Avec la NWA, là, on était booké là, full pin 5 ans d'avant. Ben justement, vous parlez des États-Unis. Vous avez lutté face à une icône de la lutte, Dusty Rhodes. Vous avez même été champion par équipe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de votre carrière aux States?
On a été champion par équipe quand on a battu Dusty Rhodes et Dick Slater. C'est encore un événement. C'était dans le territoire sud-est des États-Unis, où ce que la compagnie de lutte était installée à Tampa, en Floride. Et puis, avec le costume de bûcheron from Northwood, Québec, là, ça marchait bien fort. De la Floride, on avait le gars, le père de Terry Funk, qui nous attendait au Texas. Il y avait hâte qu'on finisse en Floride, parce qu'il voulait nous avoir au Texas. Et puis, ça a été comme ça. Ça a été créé, c'est qu'on avait, on avait des engagements pour 5 ans d'avance. On considère l'année de 1978 comme l'année de votre retraite. Quoique vous l'avez mentionné tantôt, là, la retraite n'a jamais été vraiment dans vos plans. Est-ce que ça a été dur quand même pour vous de dire je vais prendre un certain recul? J'ai été obligé par la maladie. Là. Ça m'agane, ça a beau être scripté, puis tout ce que c'est que tu veux qui entoure ça, mais ça demeure que c'est 7 jours par semaine que tu joues, et à mon époque, là, des combats de 5 minutes ou 15 minutes, c'était des cadeaux, là. Parce que c'était des combats de 30 minutes, 45 minutes, des fois 1 heure. Et ça magane le cardiovasculaire, là, beaucoup. Tu sais, regardez Carpentier, là, qui est décédé. Édouard. Édouard, lui, il aurait toujours pensé de vivre jusqu'à 100 ans, là, c'était un gars tellement qu'on évitait de voyager avec lui, parce que surtout qu'il rentrait dans une ville, c'était de se trouver un gymnase. Il fallait qu'il fasse ses exercices 7 jours par semaine. C'était beau à voir dans un ring de lutte, mais c'était pesant comme compagnon de voyage, là. C'était très pesant, tu sais, on aimait bien après un combat, là. Tu avais perdu 5-6 livres, d'avoir ton petit six-pack, puis, tu sais, lui, c'était pas ça. Il avait son petit calepin, puis il comptait ses calories. Il ne vivait que pour son corps, là. Et il est décédé, il n'a pas pu à rien faire. Le diabète s'est emparé de lui, puis, malheureusement. C'était un grand, on peut dire un grand champion. Ici au Québec, il a apporté la lutte à un autre niveau quand il est arrivé avec ses drills. Il faisait dans l'arène, c'était des drills de gymnase qu'il avait pratiqué. Pour lui, c'était très facile, mais il l'a apporté dans la lutte. Mais moi, je me rappelle des gars comme Main Schmidt, à regarder dans la porte, à regarder Carpentier lutter, puis lui, si je mets la main au collant, il va la faire en dehors du ring, ça coûte tout. Et, tu sais, il y a des gars qui refusaient de lutter comme Carpentier parce qu'ils changeaient la routine. La technique était pas la même. C'est pour ça que je dis qu'il a apporté la lutte de style professionnel à un autre niveau. Votre garçon Carl est un lutteur. C'est une grande fierté pour vous, j'imagine, de voir la famille Leduc poursuivre dans le milieu de la lutte. Oui, il y a Carl, mais j'en ai un autre. Il y a Yann Leduc aussi. Ah oui? Oui, il y a Yann Leduc, mais il ne veut pas en faire une profession parce qu'il a un très bon emploi, puis tout ça, sécuritaire. Mais j'aurais pas pensé, mais aujourd'hui, je réalise qu'il sera peut-être meilleur que Carl, malgré que Carl ait été 3 ans à pratiquer ses drills dans le sous-sol de la maison de Stewart dans Calgary, là, parce qu'il demeurait chez Stu. Et puis Yann comment est-ce que je pourrais dire ça, une facilité. Il est très visuel, puis à peu près tout ce que c'est qu'ils peuvent faire dans la lutte, il est capable de le faire.
Et il y a un charisme épouvantable en plus. Mais je ne l'achète pas avec ça, je les laisse choisir de profession. Monsieur le Duc, les gens ne vous oublient pas. Vous êtes encore invité dans plusieurs événements. Est-ce que ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est toujours là dans le cœur des gens? Savez-vous, c'est la récompense. C'est la récompense parce qu'aujourd'hui, j'ai plus le droit de conduire mon auto. La seule condition pour mon déplacement, je suis pas rémunéré. Je dis rémunère-moi pas, trouve-moi quelqu'un qui va me prendre chez nous, qui va m'apporter dans ta salle et vice-versa pour revenir. C'est tout ce que je lui demande. Mais là, ça finit plus. Je suis obligé un petit peu de mettre la pédale douce, mais ça me fait toujours. L'autre jour, je suis allé à Victoriaville. Imagine-toi, la dernière fois que j'avais été à Victoriaville, c'était à l'aréna, la vieille aréna, qui s'appelait l'aréna Gilbert Perrault. Et puis, on avait demandé à Gilbert Perrault d'arbitrer le combat des Léducs contre les Vachons. Il n'a jamais voulu, hein. Il a expliqué comment ça allait se passer. Il a dit, vous ne m'embarquerez pas là-dedans. Il avait peur. Oui, vous avez parti... C'était quelque chose pour nous intérieurement, de voir que la personne, elle achetait ça. On appelle ça en langage de métier, acheter quelque chose. Il achetait ça, on va pas expliquer, mais il l'achetait. Il voulait pas. Il y en a que ça les frustrait de savoir que moi et Joe n'étaient pas deux frères, ou comme que les Léducs et les Vachons, à Québec, on allait accoucher à la même place, à Sainte-Thérèse-de-Lisieux. Le monde, il voulait pas savoir ça. Ce que je sais que les autres qui étaient intéressants, c'était l'image qu'on leur avait donnée via une émission de télévision. Mais ça, c'est très valorisant. Quand on est tout seul chez nous, on est couché dans le lit, ça nous arrive à penser à ces choses-là. Et c'est pas monnayable, ces sentiments-là, puis ces émotions-là. Vous avez parlé que les gens voulaient regarder ce qu'ils voyaient à la télévision. Vous avez participé justement à un enregistrement de la TOW qui ramène la lutte québécoise au petit écran. Ça va se faire en début décembre. Quelle émotion avez-vous ressenti de pouvoir participer à ça et de voir le retour de la lutte québécoise? Je suis allé voir comment il ne m'aurait pas invité, j'y aurais été pareil, là. Je voulais voir comment ce que c'est qu'elle a fait. Ce que je voulais, quand je vais voir les jeunes lutter aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de voir le charisme, le charisme qui va se rendre jusqu'à moi, là. Comment est-ce que c'est qui va travailler sa foule. C'est le côté que le charisme, ça s'enseigne pas. Tu peux pas montrer dans un gymnase à un étudiant lutteur avoir du charisme. Ça s'enseigne pas, ça. T'en as qui l'ont pas. Ceux qui ont du charisme, le restant, ça s'enseigne. Mais ça, t'en as, c'est aussi rare qu'un joueur junior qui gradue dans la Ligue nationale, là. C'est très, très, très minime. Et je voulais savoir comment est-ce que c'est, parce que c'était nouveau là, pour eux autres. Là. Il n'y avait pas personne d'eux autres qui avait lutté. Puis tout ça, d'abord, j'ai trouvé que les caméras étaient mal situées. Ça rendait pas le personnage, la valeur que le personnage pouvait avoir. Mais c'est des choses très techniques que tu apprends à la longue, qu'on a appris nous autres à la longue. Moi, j'ai assisté à la naissance. Quand Raymond Rougeau a commencé à lutter, c'était en tournée parce que il n'avait pas le droit. Il a commencé à 16 ans, puis comme ça athlétique, il fallait avoir 18 ans à Montréal pour lutter. Et à cette époque-là,
moi et Johnny, on a été très, très, très proches. À l'époque du Canal 10, c'est moi et Johnny et Jean Lecière qui faisait le montage. Et puis c'est ce que je racontais à Raymond l'autre jour. On a pris 3 matchs différents, chanceux, parce qu'il fallait qu'il y ait la même couleur de Bréet, puis tout ça. Et puis on a fait un combat où il paraissait très, très bien. J'ai dit, c'est comme ça qu'on t'a vendu. Il y avait avec nous autres assis dans la salle de montage, puis ils savaient que tu n'avais pas d'expérience. Mais on a pris des meilleurs. On a fait un match de 17 minutes avec ça, mais c'était des choses. Moi, c'était pas seulement d'aller dans l'arène. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de savoir comment que le produit allait circuler, comment on allait le monter. Jean-Louis Sueur, du Canal 10, c'était un gars qui réalisait les beaux lieux, puis des sortes de programmes. Il n'avait jamais touché à ça. On s'assoyait avec lui dans le mobile, et puis on y montrait, place la caméra dans tel match, parce qu'on avait les résultats avant le combat, nous autres. Et puis tout ça, ça a été le meilleur qu'on n'a pas eu dans la lutte à cette époque-là. Ça a été le meilleur. Puis l'autre meilleur, c'était Michel Kidos, qui était le grand maître de réaliser la soirée du hockey dans le temps à Radio-Canada. Ces 2 gars qui ont été réalisateurs dans la lutte, mais qui travaillaient sur d'autres noms, parce que Radio-Canada ne voulait pas qu'on utilise le nom, mais c'était eux autres quand même, là. Mais Jean-Louis Sueur, là, c'était une révélation pour nous autres. Ce gars-là, il savait, après qu'il a su, là, parce qu'en même temps qu'il réalisait, il apprenait que c'était scripté. Lui, il ne savait pas, lui. Il s'en allait là comme réalisateur pour faire des combats, là. Mais après qu'il a su que tout était un script et tout ça, ce gars-là nous a sorti des idées, c'était épouvantable. En terminant, M. Leduc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui écoutent l'entrevue et voudriez que les gens se rappellent de vous comment? J'aimerais ça qu'ils se rappellent de moi comme étant un être humain et que beaucoup eu d'émotions et puis que la lutte de style professionnel, je dis bien de style professionnel, est un des plus beaux sports. C'est athlétique, c'est pas n'importe qui, c'est pas facile comme le monde peut penser. C'est livrer un combat dans un temps déterminé et puis en même temps de créer une histoire pour qu'il revienne la semaine prochaine. Ça, là, c'est comme ça que je voudrais qu'il se rappelle de moi. Sur ça, M. Leduc, ça a été un honneur pour nous de vous avoir en entrevue. Moi, étant plus jeune, Maxime également, c'est sûr qu'on vous a pas vu lutter sauf sur des vidéos, mais je pense qu'il y en a plusieurs à qui vous avez rappelé d'excellents souvenirs. Nous, on a appris à vous connaître, puis chose certaine, je pense que ça a été apprécié de tous. Ben, je vous remercie, puis vous êtes dans une très belle région. Ben, merci beaucoup, monsieur. Ça a été un honneur pour nous de vous parler. Merci. À la prochaine. Bye-bye. Bye. Donc, comme il le mentionnait dans le temps à la télévision, à dimanche prochain, si Dieu le veut. Même poste, même heure.